Nous restons en Europe centrale et orientale, bien que les délimitations de cette zone de l'Europe, soient sujettes à débat selon les époques, mais tout de même, là, si on part de l'Empire austro-hongrois, on est au moins partiellement dedans. Et donc, Lucie Guégné, qui est docteure en histoire contemporaine, donc à l'Université de Paris 1, qui a réalisé une thèse sous la direction de Catherine Durandin et Michel Dreyfus sur le socialisme roumain, soutenu l'an passé, va nous évoquer donc le cas des socialismes roumains dans le cadre donc, de la Première Guerre mondiale et donc l'année 17, et le projet de confédération balkanique, socialiste pour la paix, qui a joué aussi, qui a été débattu, enfin qui était déjà débattu avant la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas moi qui vais en parler, donc je me tais tout de suite. Merci. Merci. C'est très intéressant de passer après les socialistes tchèques, parce que j'ai trouvé plein de points de recoupement, enfin passer après Alexandre, pas après les socialistes tchèques, mais de points de recoupement avec du coup, la social-démocratie roumaine. Donc, je vais vous parler des positions socialistes en Roumanie dans le contexte de la guerre et des révolutions de 1917. Quand la révolution éclate en 1917, la Roumanie est entrée dans la guerre depuis seulement quelques mois, c'est-à-dire depuis août 1916, aux côtés de l'entente, après 2 ans de neutralité. L'armée roumaine, mal préparée, s'engage sur le front transsylvain, découvrant Bucarest. En quelques mois, Bucarest est occupée par les troupes allemandes et le gouvernement libéral de Brătianu et une partie de la population se réfugient en Moldavie. Donc pendant toute la période que je vais évoquer, quasiment les 2/3 du territoire roumain est occupé par les troupes des puissances centrales. Dans le contexte de l'état de siège, le jeune Parti socialiste roumain, qui s'était reconstitué après une courte période d'existence à la fin du XIXe siècle, donc qui s'était reconstitué depuis une quinzaine d'années, est mis à mal. Les rassemblements socialistes sont interdits. La presse est censurée et dans l'obligation de cesser ses publications. Les militants sont arrêtés ou bien mobilisés sur le front transsylvain ou encore se réfugient en Moldavie avec une partie de la population. L'enjeu du Parti social-démocrate roumain à cette époque, c'est la représentation. Donc la représentation parmi les travailleurs et à la tête d'organisations syndicales naissantes, mais aussi la représentation dans les instances de pouvoir au Parlement. L'objectif du Parti socialiste roumain, fondé en 1910 sur la base du rassemblement de plusieurs organisations, est de centraliser les mobilisations socialistes dans un parti unique, afin d'accéder à la représentation parlementaire et de faire passer des réformes démocratiques présentées dans le programme du parti, donc comme pour les Tchèques, l'adoption du suffrage universel dans une société encore régie par le système censitaire, une réforme agraire dans le sens de la collectivisation des terres, les revendications liées au travail des ouvriers et des artisans, et enfin la reconnaissance et l'égalité des droits pour les minorités nationales. Donc la génération des vieux sociaux-démocrates roumains de la fin du XIXe siècle, surtout issus de l'émigration russe, rencontre cette nouvelle génération d'internationalistes autour de Christian Rakovski. Donc Christian Rakovski arrive en Roumanie en 1902. Il devient l'un des principaux représentants de la social-démocratie roumaine, dont il finance le journal qui s'appelle La Roumanie ouvrière. Il est actif dans la centralisation des syndicats et la constitution de la commission générale des syndicats. Il participe également, il fait participer le jeune Parti social-démocrate roumain au congrès de la Seconde Internationale, où il est présent en 1904 et en 1907 en tant que représentant roumain. À partir de 1908, il commence à élaborer son projet, donc qu'il animera jusqu'à 1917, de confédération balkanique pour lutter contre les dominations impériales dans les Balkans et en Turquie. Projet dans lequel il inscrit également la social-démocratie roumaine. Donc, ce projet propose des solutions pacifiques d'organisation politique et économique des Balkans face à la montée des nationalismes.
Donc dans le premier article qu'il écrit dans la Revue de la Paix sur cette question, il développe pour la première fois l'idée de cette confédération des nationalités des territoires balkaniques en proie à de nouvelles configurations géopolitiques induites par le recul de l'Empire ottoman. Ce projet est élaboré au cours de 2 conférences qui réunissent les socialistes des Balkans. La première se passe juste avant les guerres balkaniques, donc en 1910, à l'initiative du Parti socialiste serbe. Et la seconde aura lieu à Bucarest en 1915, pendant la guerre. La résolution adoptée par cette seconde conférence rappelle l'adhésion au principe de l'international, de non-intervention des socialistes des Balkans dans la guerre et condamne le ralliement des socialistes français et allemands à leurs gouvernements respectifs. Cette conférence se tient pendant la guerre, ce qui empêche un certain nombre de délégués de s'y rendre. Cependant, les membres du Parti social-démocrate roumain accueillent des délégués bulgares et grecs sur le territoire neutre roumain. Christian Rakovski tient un rôle primordial en tant que représentant du Parti social-démocrate roumain. Dans cette conférence, les socialistes balkaniques tentent d'incarner ce qu'ils considèrent être comme une forme d'intransigeance internationaliste et cherchent à remettre sur le droit chemin de l'orthodoxie marxiste tous les égarés des unions sacrées. Ceux qu'ils désignent en fait comme des opportunistes. Ils se font en fait de manière presque pas modeste les garants des principes d'une internationale manifestement en difficulté. Le projet de confédération balkanique, principalement élaboré par Christian Rakovski, prévoit donc une union douanière qui serait à la base d'une union politique pour le maintien de la paix. Donc, la singularité de ces 2 conférences se trouve dans la tentative des socialistes balkaniques de s'emparer de la question nationale tout en restant fidèles au principe de la Seconde Internationale. Et c'est donc dans cet état d'esprit que Christian Rakovski se rend à la conférence de Zimmerwald qui a lieu 1 mois plus tard et qui rassemble les socialistes restés fidèles au principe internationaliste. L'entrée de la Roumanie dans la guerre et l'occupation, comme je le rappelais en début, d'une partie du territoire roumain par les puissances centrales à partir de novembre 1916 va contribuer à disperser les socialistes autant du point de vue géographique qu'idéologique. Une partie des socialistes se réfugie donc à Iași, en Moldavie, qui devient aussi le siège du gouvernement roumain et du roi Ferdinand Ier. Une autre partie demeure à Bucarest et tente de continuer les mobilisations dans la clandestinité. Quant à Christian Rakovski, il est arrêté à Bucarest juste après l'entrée en guerre de la Roumanie avec d'autres militants et il sera libéré le 1er mai 1917 de la prison de Iași en Moldavie où il avait été transféré. Avec la guerre, l'unité des socialistes est difficile à maintenir. Les communications se font mal de part et d'autre de la ligne de démarcation, tandis que la frontière entre la Russie et la Moldavie est poreuse, permettant des circulations. À Bucarest et dans le reste du pays occupé, la censure est beaucoup plus forte et les événements de 1917 parviennent aux socialistes du territoire occupé de manière fragmentée et souvent retardée. En Moldavie, je suis déjà... Alors... Est-ce que je vous avais gardé le meilleur pour la fin ? Le meilleur est donc à suivre, c'est maintenant. Je vais passer très rapidement sur donc les socialistes moldaves qui, avec les élites intellectuelles et notables moldaves, fondent une république démocratique indépendante. Très brièvement, quelques mois, puisque cette république fondée sur les principes démocratiques, dans le contexte de la guerre, vote finalement son rattachement à la Roumanie. Donc c'est la construction de la Grande Roumanie 1918. Voilà, ça va vite en fait l'histoire. En Transylvanie, c'est plus ou moins... C'est-à-dire c'est similaire. Le Parti social-démocrate se rallie, la section roumaine du Parti social-démocrate de Transylvanie se rallie au Parti national roumain.
Donc c'est le glissement, c'est-à-dire qu'entre le principe d'autodétermination des peuples et le ralliement au nationalisme ethnique moderne, il n'y a qu'un pas à franchir, qui est franchi par les socialistes, les sociodémocrates, la section roumaine des sociodémocrates transylvains, qui votent finalement en 1918 le rattachement à la Roumanie. Donc en 1918, la Roumanie, arrondie d'un côté par la Transylvanie et de l'autre par la Bessarabie, est toujours occupée par les puissances centrales. Et le Parti social-démocrate tente de reconstituer l'unité dans un seul parti, malgré les divergences des sociodémocrates de Transylvanie, du Banat, de Bucovine et moldave. Donc la tâche n'est pas facile, mais quelque part, ils ont la chance de vivre dans une société où le suffrage universel n'est pas encore adopté. Du coup, ça rassemble. Et c'est les principes démocratiques d'avant 14 qui sont rappelés et qui structurent la reconstitution du Parti social-démocrate en 1918. De manière générale, donc, les socialistes roumains, par rapport à la révolution bolchevique, ils saluent la révolution bolchevique dans des motions de principe, mais ils n'ont pas vraiment la nécessité, au moins jusqu'en 1920, d'adopter une position claire sur les débats clivants qui agitent les leaders européens. Donc, en somme, il s'aligne sur les positions du SPD majoritaire allemand. Pour les socialistes roumains, 1917 ne représente pas une rupture et rejoue, comme pour les socialistes tchèques, le rôle qu'avait joué la révolution de 1905, c'est-à-dire se distinguer dans la doctrine de deux partis historiques roumains, donc Parti libéral et Parti conservateur, réaffirmer la participation du parti au mouvement progressiste internationaliste, antidespotique en faveur du suffrage universel et de la défense des opprimés. Donc on en vient au meilleur. La conclusion. Non, je voudrais juste revenir sur l'itinéraire de Christian Rakowski dans ce moment révolutionnaire et sur l'apport des archives de l'historien d'origine roumaine Georges Haupt qui ont été ouvertes récemment à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc l'historiographie sur le rôle de Rakowski dans la révolution bolchevique est controversée. Pierre Brouet et Francis Comte s'opposent sur la question de la calomnie qui est portée à Christian Rakowski d'avoir été l'agent de la diplomatie allemande afin d'accélérer le processus de paix. Bon, je ne vais pas revenir sur ces débats, ça me semble peut-être pas le moment. En conclusion, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que sur ces questions-là, Georges Haupt avait en projet des travaux non achevés sur la pensée de Christian Rakowski à partir de 1904. Il avait récupéré les écrits de Christian Rakowski dans toutes les langues, tous les écrits qu'il avait pu récupérer. Et il avait en projet 2 ouvrages non publiés dont les bases, les fondements se trouvent dans les archives de Georges Haupt. Et c'est en ce sens il serait intéressant de revoir non seulement je ne dirais pas la révolution bolchevique, mais au moins l'itinéraire de Christian Rakowski, de la pensée de Christian Rakowski, surtout dans ce moment révolutionnaire où du jour au lendemain, après la révolution bolchevique, il se rallie à Lénine sans qu'on comprenne vraiment l'essence de ce ralliement brutal. Je vous remercie. Merci beaucoup.